Il y a des personnes qui parlent toutes seules, pas juste un mot occasionnel murmuré distraitement, mais de vraies conversations. Elles se posent des questions à voix haute et y répondent. Elles commentent ce qu'elles font, elles débattent avec elles-mêmes, elles rient de leurs propres remarques. Et si quelqu'un les surprend, elles rougissent, embarrassées, comme si elles venaient d'être prises en flagrant délit de quelque chose d'étrange. La société a longtemps vu ce comportement comme un signe de folie. Seuls les fous parlent tout seuls. Les enfants apprennent très tôt à garder leurs pensées internes silencieuses, à ne pas verbaliser ce qui se passe dans leur tête. Parce que parler seul, c'est bizarre, c'est suspect. C'est le genre de choses que font les gens dérangés dans les films. Mais la vérité psychologique est très différente. Parler à soi-même n'est pas seulement normal. C'est souvent le signe d'un esprit actif, d'une intelligence qui traite l'information de façon auditive, d'une capacité à s'auto-réguler. Ce n'est pas de la folie, c'est un outil cognitif puissant que certaines personnes utilisent instinctivement. Et pourtant, ces personnes le cachent. Elles attendent d'être seules pour libérer ce monologue intérieur. Elles baissent la voix quand quelqu'un approche. Elles font semblant de parler au téléphone pour ne pas avoir l'air fou, parce qu'elles ont intériorisé le jugement. Elles ont appris que ce qu'elles font naturellement est considéré comme anormal. Aujourd'hui, nous allons explorer ce territoire, comprendre ce qui se passe vraiment dans l'esprit de ceux qui parlent seuls. Pourquoi certaines personnes ont besoin de verbaliser leurs pensées pendant que d'autres peuvent rester silencieuses. Les fonctions psychologiques de ce dialogue avec soi. Et surtout, pourquoi nous devrions arrêter de juger ce comportement et peut-être même l'adopter. Il faut d'abord comprendre que parler à soi-même n'est pas un comportement unique avec une seule cause. C'est un ensemble de comportements différents qui servent des fonctions différentes. Il y a le discours de résolution de problèmes. C'est quand quelqu'un verbalise les étapes d'une tâche. Bon, d'abord je fais ça, puis ça, et ensuite je dois... C'est extrêmement commun et complètement fonctionnel. Les études montrent que verbaliser les étapes d'une tâche améliore les performances. Ça aide à organiser la pensée, à maintenir la concentration, à ne rien oublier. Les enfants font ça naturellement. Ils parlent à voix haute pendant qu'ils jouent, qu'ils dessinent, qu'ils résolvent des puzzles. C'est ce qu'on appelle le discours égocentrique. Piaget pensait que c'était un signe d'immaturité cognitive. Mais Vygotsky a montré que c'est en fait un outil de développement crucial. L'enfant utilise le langage externe pour réguler son comportement. Et progressivement, ce langage externe devient interne. Il devient la pensée. Mais chez certains adultes, ce processus ne s'internalise jamais complètement. Ou il s'internalise, puis se réexternalise quand la tâche est difficile. Parce que penser à voix haute offre un avantage cognitif. Ça ralentit la pensée juste assez pour la rendre plus délibérée. Ça crée une boucle auditive qui renforce la mémoire de travail. C'est comme avoir un copilote qui vous rappelle ce que vous devez faire. Ensuite, il y a le discours d'autorégulation émotionnelle. C'est quand quelqu'un se parle pour se calmer, se motiver, se rassurer. Allez, tu peux le faire. Ce n'est pas si grave. Respire. Tout va bien. C'est essentiellement ce qu'un parent ou un ami bienveillant dirait, mais la personne le dit à elle-même. Ce type de discours est une forme d'autoparentage. La personne a intériorisé une voix réconfortante et elle l'externalise quand elle en a besoin. C'est particulièrement commun chez les personnes qui ont dû apprendre tôt à se réguler émotionnellement seules. Celles qui n'avaient pas d'adulte fiable pour les calmer, elles ont développé cette capacité à être leur propre source de réconfort. Il y a aussi le discours de répétition. C'est quand quelqu'un répète des conversations passées ou répète des conversations futures. J'aurais dû dire ça. La prochaine fois, je vais dire ça. C'est une forme de traitement cognitif. Le cerveau essaie de comprendre ce qui s'est passé ou de se préparer à ce qui va venir. Verbaliser aide à consolider ou à planifier. Ce type de discours peut devenir problématique quand il devient de la rumination. Quand la personne rejoue encore et encore la même conversation, cherchant la réponse parfaite qu'elle n'a jamais donnée. Mais en dose modérée, c'est une façon normale de traiter les expériences sociales. Il y a également le discours créatif. Les écrivains, les artistes, les penseurs créatifs parlent souvent seuls. Ils verbalisent leurs idées pour les entendre, parce que quelque chose de magique se produit quand une pensée passe de l'interne à l'externe. Elle devient plus réelle, plus concrète. Et souvent, en l'entendant, on réalise si elle fonctionne ou pas. Ce type de discours est un dialogue avec le processus créatif. C'est externaliser le travail invisible de l'esprit. Et pour beaucoup de créateurs, c'est essentiel. Ils ne peuvent pas créer en silence. Ils ont besoin d'entendre leurs idées pour les développer. Et puis, il y a le discours de compagnie. C'est quand quelqu'un parle seul, simplement parce que le silence se sent trop vide, parce que sa propre voix crée une présence.
parce que ça fait du bruit dans un espace trop calme. Ce type de discours combat la solitude. C'est une façon de remplir le vide. Les personnes qui vivent seules font ça beaucoup. Elles peuvent passer des jours sans parler à quelqu'un. Alors elles parlent à leurs plantes, à leurs animaux, à elles-mêmes, juste pour entendre une voix humaine, même si c'est la leur. Parce que le silence complet peut être oppressant. Au niveau neurologique, parler à soi-même active des régions cérébrales spécifiques qui ne s'activent pas de la même façon avec la pensée silencieuse. Quand vous parlez à voix haute, vous activez les zones motrices du langage, les régions responsables de la production de la parole. Mais vous activez aussi les zones auditives. Vous entendez votre propre voix. Cette boucle audiomotrice crée un renforcement. L'information est traitée 2 fois, une fois en la produisant, une fois en l'entendant. Cette double codage améliore la mémoire. Les études montrent que les gens se souviennent mieux de ce qu'ils disent à voix haute que de ce qu'ils pensent silencieusement. C'est l'effet de production. Le simple fait de verbaliser renforce l'encodage mnésique. C'est pourquoi lire à voix haute aide à mémoriser. Pourquoi répéter des informations à voix haute les ancre mieux. Parler à soi-même active aussi le cortex préfrontal de façon différente. Cette région, responsable du contrôle exécutif, de la planification, de la régulation. Quand vous verbalisez un plan, votre cortex préfrontal l'organise plus clairement. C'est comme si externaliser la pensée permettait au cerveau de mieux la structurer. Il y a également un effet sur l'attention. Parler à voix haute pendant une tâche aide à maintenir le focus. C'est particulièrement vrai pour les tâches ennuyeuses ou répétitives. La verbalisation crée un ancrage attentionnel. Elle empêche l'esprit de vagabonder. C'est pour ça que les gens parlent seuls quand ils font quelque chose de monotone. Ça les garde engagés. Certaines recherches suggèrent aussi que parler à soi-même peut réduire l'anxiété. Quand vous verbalisez vos peurs, vous les externalisez. Elles ne sont plus juste dans votre tête. Elles deviennent quelque chose que vous pouvez examiner, analyser, contester. C'est une forme primitive de thérapie cognitive. Vous devenez à la fois le client et le thérapeute. Et puis il y a la dimension de la perspective. Quand vous vous parlez à la 2e ou 3e personne, tu dois faire ça ou elle peut le faire, vous créez une distance psychologique. Vous vous voyez de l'extérieur. Cette distance peut être thérapeutique. Elle permet de voir la situation plus objectivement, de se donner des conseils qu'on ne pourrait pas se donner en pensant à la première personne. Les athlètes utilisent beaucoup cette technique. Ils se parlent à la 2e personne pour se motiver. Allez, tu peux le faire, une de plus. Ce n'est pas juste de la motivation. C'est créer une voix de coach externe qui pousse la version actuelle de soi. Et ça fonctionne. Les études montrent que le discours de soi à la 2e personne améliore les performances. Mais il y a aussi des cas où parler seul peut être un signe de quelque chose de plus complexe. Pas nécessairement pathologique, mais révélateur de patterns psychologiques spécifiques. Les personnes très solitaires parlent souvent seules, non pas parce qu'elles sont folles, mais parce qu'elles manquent d'interaction sociale. Le besoin humain de communiquer ne disparaît pas juste parce qu'il n'y a personne. Alors le cerveau crée un substitut. Il parle à lui-même. C'est une adaptation à l'isolement. Ce type de discours peut devenir très élaboré. Des conversations entières avec des réponses imaginées, des débats internes où différentes parties de soi prennent des positions différentes. Ce n'est pas un trouble dissociatif. C'est juste un esprit qui cherche l'interaction qu'il ne trouve pas dans le monde externe. Certaines personnes parlent aussi seules par anxiété sociale. Paradoxalement, elles sont plus à l'aise de parler seules que de parler aux autres. Avec elles-mêmes, il n'y a pas de jugement, pas de risque de dire la mauvaise chose, pas de peur du rejet. Alors elles pratiquent les conversations, elles répètent ce qu'elles vont dire, elles se préparent obsessionnellement, parce que l'interaction réelle est terrifiante. Il y a également ceux qui parlent seuls parce qu'ils ont des pensées intrusives et qu'ils essaient de les contrer. Ils argumentent à voix haute contre leurs propres pensées négatives. Non, ce n'est pas vrai. Tu te trompes. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est une forme de résistance cognitive. Verbaliser le contre-argument le rend plus réel, plus puissant. Ce type de discours est commun chez les personnes avec des troubles anxieux ou dépressifs. Leur monologue intérieur est si négatif, si critique, qu'elles ont besoin de l'externaliser pour le combattre. C'est épuisant. Mais c'est aussi une stratégie de survie. Une façon de ne pas se laisser submerger par les pensées toxiques. Certaines personnes neurodivergentes parlent aussi beaucoup seules. Les personnes autistes, par exemple, utilisent souvent le discours de soi pour réguler leurs émotions ou pour traiter les informations sensorielles. Ça les aide à rester ancrés, à gérer le chaos interne. C'est un outil d'autorégulation essentiel. Les personnes avec TDAH font ça aussi.
Leur pensée est si rapide, si chaotique, que la verbaliser aide à la ralentir, à la capturer, à ne pas perdre le fil. Parler à voix haute devient une prothèse cognitive, une façon de compenser les déficits d'attention et d'organisation. Et puis il y a les personnes qui parlent seules parce qu'elles ont vécu des traumas. Elles rejouent des conversations avec des gens qui les ont blessées, elles disent ce qu'elles n'ont jamais pu dire, elles confrontent symboliquement ceux qui les ont fait souffrir. C'est une tentative de traiter le non résolu, de reprendre du pouvoir sur des situations où elles se sont senties impuissantes. Ce type de discours peut être thérapeutique, c'est une forme de répétition symbolique, mais il peut aussi devenir une prison. Si la personne rejoue encore et encore les mêmes scènes sans jamais trouver de résolution, ça devient de la rumination traumatique. Et ça maintient la blessure ouverte. La honte autour de parler seul vient de plusieurs sources culturelles et psychologiques. D'abord, il y a l'association avec la maladie mentale. Les personnes psychotiques entendent des voix et leur répondent. Alors, dans l'imaginaire collectif, parler seul devient associé à la schizophrénie, même si la majorité des gens qui parlent seuls ne sont absolument pas psychotiques. Cette association crée une stigmatisation. Les gens cachent ce comportement par peur d'être perçus comme fous. Et cette peur renforce la honte. Ils se sentent anormaux, défectueux. Alors ils le font en secret, ce qui augmente encore le sentiment que c'est quelque chose de mal. Il y a aussi une dimension de contrôle social. Parler seul révèle qu'on a une vie intérieure active. Ça montre qu'on pense indépendamment, qu'on traite les choses de façon autonome. Dans certaines cultures ou familles, cette autonomie de pensée est perçue comme une menace. Pourquoi tu parles seul? À qui tu parles? C'est une façon de surveiller, de s'assurer que la personne ne développe pas des pensées totalement non conformes. Les enfants apprennent très tôt à réprimer ce comportement. Arrête de parler tout seul, on va croire que tu es fou. Les gens normaux ne parlent pas seuls. Ces messages s'intériorisent. Et l'adulte continue de porter cette honte. Même dans sa propre maison, seul, il se sent bizarre de parler à voix haute. Cette répression a un coût, parce que parler à soi-même est utile. Ça aide à penser, à réguler, à traiter. En le supprimant, on se prive d'un outil cognitif précieux. C'est comme dire à quelqu'un de ne pas utiliser ses mains pour réfléchir alors qu'il pense mieux en gesticulant. Ça les handicape sans raison valable. Il y a aussi le fait que parler seul révèle une vulnérabilité. Ça montre qu'on n'est pas toujours en contrôle parfait, qu'on a besoin de se rassurer, de se motiver, de se donner des instructions. Et montrer cette vulnérabilité, surtout en public, semble dangereux. Alors on la cache. On garde le masque de la personne qui a tout sous contrôle, même si c'est épuisant. Alors, que faire avec tout ça? Si vous êtes quelqu'un qui parle seul et que vous en avez honte, la première étape est de normaliser ce comportement. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas bizarre. Vous utilisez simplement un outil cognitif que beaucoup de gens utilisent mais cachent. Les recherches montrent que la majorité des gens parlent seuls au moins occasionnellement. Certaines études suggèrent que jusqu'à 96% des adultes le font. Vous êtes donc dans la norme absolue. C'est juste que personne ne l'admet publiquement. Tout le monde fait semblant de ne jamais le faire. Et ça crée l'illusion que vous êtes le seul. Si parler seul vous aide, continuez. Ne vous forcez pas à garder tout à l'intérieur juste pour être normal. Utilisez votre voix pour penser, pour planifier, pour vous réguler. C'est un outil. Utilisez-le sans culpabilité. Si vous êtes gêné de le faire en public, c'est compréhensible. Vous n'êtes pas obligé de combattre tous les stigmas sociaux à la fois. Mais dans votre espace privé, libérez-vous. Parlez autant que vous en avez besoin. Votre appartement est un espace de liberté. Personne n'a à juger ce que vous y faites. Si votre discours de soi devient problématique, si c'est uniquement négatif, si c'est de la rumination constante, alors ça vaut la peine d'explorer pourquoi. Peut-être que vous avez besoin de thérapie pour traiter les pensées sous-jacentes. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre des techniques de régulation différentes. Mais le fait de parler seul n'est pas le problème. C'est le contenu du discours qui peut l'être. Et si vous connaissez quelqu'un qui parle seul, ne le jugez pas. Ne le traitez pas comme s'il était étrange. Normalisez-le. Peut-être même dites « moi aussi je fais ça ». Parce que briser le silence autour de ce comportement aide tout le monde à se sentir moins seul. Certaines personnes pourraient même bénéficier de parler plus seules. Si vous avez du mal à organiser vos pensées, essayez de les verbaliser. Si vous êtes anxieux, essayez de parler à voix haute à vous-même avec compassion. Si vous travaillez sur quelque chose de difficile, narrez ce que vous faites. Vous pourriez être surpris de voir combien ça aide. Le discours de soi n'est pas un bug. C'est une feature. C'est une capacité humaine que nous devrions célébrer, pas réprimer. Parce qu'au fond, parler à soi-même, c'est penser à voix haute. Et penser à voix haute, c'est souvent penser plus clairement. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous.
Ici, on explore la psychologie humaine en profondeur, sans filtre, sans superficialité, juste la vérité sur ce qui nous rend humains. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Parce qu'à la fin, votre voix n'appartient pas qu'aux autres. Elle vous appartient aussi. Vous avez le droit de l'utiliser pour vous-même, pour vous guider, pour vous réconforter, pour vous comprendre. Si vous parlez seul, vous n'êtes pas seul à le faire. Des millions de personnes le font. Dans le secret de leur voiture, de leur cuisine, de leur chambre, ils se posent des questions et y répondent. Ils se motivent, ils se calment, ils pensent à voix haute. Et peut-être que c'est ça le vrai signe d'intelligence. Pas de pouvoir tout garder en silence, mais de savoir quand externaliser, quand utiliser le son de sa propre voix comme outil, quand se parler comme on parlerait à un ami. Alors continuez de parler, à vous-même, avec vous-même, pour vous-même. Votre voix a de la valeur, même quand c'est vous seul qui l'écoutez, surtout quand c'est vous seul qui l'écoutez.